de parler de sujets qui sont assez importants. Et avec ce qui se passe présentement avec nos voisins du Sud, on sait qu'il va y avoir énormément de changements dans les prochaines années à venir. Donc, c'est un rôle très critique qui va avoir à évoluer. Travailler dans un environnement très difficile. Donc, on va essayer de parler ce soir des bonnes pratiques en lien avec l'approvisionnement. Donc, cet événement-là ne serait pas possible sans nos différents organisateurs et partenaires. Pour ceux qui ne connaissent pas Axial, on a reçu un appel de Nicolas Gauthier. On est un logiciel d'approvisionnement. On a des équipes d'achat à trouver les bons fournisseurs, automatiser les tâches qui ont plus de valeur ajoutée et utiliser la donnée qui est collectée avec les différents systèmes pour prendre les meilleures décisions. Je vais inviter maintenant nos autres partenaires à venir présenter leurs différentes organisations. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux que je n'ai pas vus encore ce soir. Bienvenue à ceux qui étaient déjà là aux précédentes éditions. Je suis très content. Les 5 éditions, je suis content de voir des visages familiers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas déjà Fluxim, Fluxim, on est une firme de conseil, on est spécialisé évidemment en approvisionnement et on accompagne nos clients à repenser leur organisation, repenser leur process et implémenter le ou les outils d'approvisionnement les plus efficaces, les plus performants pour faire en sorte que leur organisation soit la plus performante possible pour adresser évidemment les challenges que vous et toutes vous rencontrez au quotidien. Voilà ce qu'on fait au quotidien chez Fluxim. Et quand on n'est pas chez nos clients en train de faire ça, ben on est au 5 à 7 des achats pour échanger avec vous sur vos problématiques et sur ce qu'on rencontre au quotidien. Très bonne soirée à tous. Bonjour tout le monde, moi c'est Daniel Vandel de Conseil 2.0, firme de conseil en chaîne d'approvisionnement, donc pas juste approvisionnement, donc je m'en ai commenté quand même beaucoup. On touche surtout la distribution et les réseaux de distribution et le transport et l'entreposage. Moi, je suis super content d'avoir autant de monde que ça. Pour moi, c'est le but de notre affiliation avec Axia pour faire tout ça. C'est que vous soyez en mesure de connecter entre vous autres, créer un réseau d'échange, outre que nous en tant que consultants, mais entre vous autres, c'est super important. C'est vraiment cool de voir tout le monde ici. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Gaël Mancollet, donc Méo Group. Donc nous on a un cabinet de conseil spécialisé donc, en achat et en supply chain. Je dirais qu'on se définit aujourd'hui comme un one-stop shop, donc où on va centraliser toutes les expertises et les compétences pour répondre aux enjeux de nos clients. Donc ça peut ressembler à du conseil stratégique sur des métiers à forte valeur ajoutée. Ça peut être tout ce qui va être autour du staffing et de l'impartition, et également des sujets de formation. Donc on va pouvoir intervenir à chaque instant et pouvoir trouver la bonne ressource et la bonne consultante pour pouvoir vous accompagner. Donc merci d'être venus aussi nombreux et profitez bien de ces 5 à 7. Donc je serais ravi d'échanger avec vous, peut-être pas tout le monde, mais avec certains d'entre vous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Et ce soir, on a planifié une formule de panel dans lequel on va aborder certains sujets spécifiques. Un de nos panélistes a un enjeu, un léger retard. C'est quelqu'un d'approvisionnement. On sait que ça arrive, ça fait partie de la réalité. Mais donc, on va s'adapter et on va commencer la formule avec les gens qui sont présents aujourd'hui, que j'invite à venir me rejoindre sur scène. Donc, je suis accompagné de 2 experts en approvisionnement qui ont des profils différents. Isabelle a plus de 15 ans d'expérience en approvisionnement. Elle travaille présentement chez MDA Space, directrice de l'approvisionnement. Et parmi ses forces, c'est vraiment de monter les équipes, développer les compétences des gens, identifier des opportunités dans lesquelles elle est capable de mettre en mesure des plans d'action pour vraiment avoir les meilleurs résultats. Joël est le cofondateur de Pure Procurement, qui est une firme de conseil qui se spécialise dans le déploiement de solutions numériques pour les entreprises qui ont des enjeux d'approvisionnement. Non seulement identifier les bonnes solutions, mais aussi les mettre en place et accompagner ses clients dans ce travail-là. On parle de plus d'une vingtaine de projets en date d'aujourd'hui. Dans le but de vous mettre en contexte, si vous connaissez moins bien ces organisations-là, je vais laisser Isabelle présenter un petit peu la réalité de l'approvisionnement et les produits fabriqués chez vous. Parfait. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, parfait. OK, donc MDA Space, c'est un chef de file dans les solutions satellitaires. Donc, on fait le design, la fabrication de systèmes qui vont dans l'espace. Donc, des antennes, des satellites,
compagnie de 3000 employés. Le site de Sainte-Anne-de-Bellevue où je travaille, c'est 1300 employés. J'ai une équipe d'acheteurs d'environ 25 personnes, divisée en 3 grandes familles, et chaque famille a son gestionnaire d'approvisionnement. Le secteur spatial est vraiment en grosse transformation en ce moment. Là, historiquement, les contrats spatiaux, c'était principalement pour les satellites, c'était un contrat, une quantité de un gros satellite qui allait sur l'orbite géostationnaire. Puis là, on voit vraiment une transformation vers des constellations de plusieurs satellites qui vont aller sur l'orbite léostationnaire, donc l'orbite le plus bas, le plus près de la Terre. Et puis MDA a été sélectionné par Telesat récemment pour bâtir leur constellation de 200 satellites. Donc tout ça va être fait à notre site de Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est la transformation à travers laquelle on est en train de travailler. Bonjour tout le monde, Joël Camin-Demers. C'est drôle ce petit cofondateur, mais je ne le connais pas l'autre. Fait que toute seule, consultation en solo. Ça fait 5 ans là, que je suis à mon compte. Puis avant ça, passé 6-7 ans chez IBM Canada ici à Montréal. Donc, c'est passé par de l'implantation SAP, de l'implantation Ariba. Puis je voulais répondre à la question de comment digitaliser les appros avec quelque chose d'autre que SAP. Donc, partir à mon compte, puis toucher vraiment toutes les suites depuis ce temps-là, donc des Valera, des Coupa, des GEP, etc. Puis aussi travailler avec beaucoup de ce que j'appelle best of breed, là, où on se spécialise dans une verticale du processus d'approvisionnement. Donc, que ce soit du spend analysis, des technologies de sourcing, de gestion des contrats, le procure-to-pay, la gestion de la relation fournisseur, les portails fournisseurs, et tout le reste entre tout ça. Donc, très, très content d'être ici ce soir. Puis c'est ça, c'est vraiment d'aider les gens sur leur cycle de vie, peu importe leur niveau de maturité, puis surtout en grande entreprise, où ça vaut la peine d'investir dans quelqu'un comme moi. Super, merci beaucoup. On va commencer avec Isabelle. En fait, aujourd'hui, on a séparé le panel en différents thèmes. Le but, c'est de trouver des façons de structurer les départements d'approvisionnement pour avoir les meilleures performances. Un des points clés, c'est l'équipe. Donc, on veut regarder comment structurer les équipes, quels sont les différents rôles qu'on peut mettre en place, la gestion des compétences, puis aussi la capacité à attirer du talent et à les retenir le talent. Isabelle, tu as parlé d'une grande transformation au niveau des produits fabriqués, mais avant ça, il y a eu un changement dans votre organisation. Peux-tu nous parler de qu'est-ce qui a été mis en place à ce moment-là? Donc, il y a quelques années, on a fait une évaluation de la perception de l'organisation par rapport à notre à l'équipe d'approvisionnement. Pour vraiment prendre le pouls de nos clients internes par rapport aux services qu'on donnait, qu'est-ce qu'ils recherchaient, mais aussi on a fait une évaluation nous-mêmes à dire où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut avoir dans l'organisation, quel rôle on veut que nos acheteurs aient. Puis on a mis en place une grosse réorganisation en fonction de ça. Donc, historiquement, nous, notre équipe de planification, c'était assez minimal. Là. On peut s'entendre qu'un spacecraft, là, c'est un satellite, là, pardon. C'est un design to order. Donc, la planification de production, c'est quand même quelque chose qui est différent d'un secteur un peu plus traditionnel. Donc, on a mis en place une équipe de planification de production et on a revu le rôle de l'acheteur pour vraiment amener vers un rôle centré sur la composante du moment où les ingénieurs vont relâcher les bombes jusqu'à ce que la pièce arrive en inventaire. Donc, on a élargi le rôle de l'acheteur pour vraiment aller bien l'ancrer avec l'équipe de design pour vraiment se connecter directement à la source de l'information. Parce qu'on a pensé qu'un acheteur qui comprend mieux le besoin, qui va mieux être dans le contexte, va être capable, quand il va recevoir l'information, d'amener une meilleure valeur dans l'organisation. Donc, ça a été vraiment ça le cœur du changement. Puis, pour mettre ça en place, on a bien défini les rôles, les responsabilités. Ensuite, les employés ont été déplacés dans les rôles et qui cadrent mieux avec leurs compétences et leurs souhaits en termes de développement. Et on a fait de la formation, on les a accompagnés. Puis ça a vraiment permis une meilleure collaboration dans les équipes. Les acheteurs en ressortent avec une meilleure satisfaction dans leur quotidien. Avant ça, on était beaucoup rendu dans l'exécution. Je reçois une réquisition, je vais chercher un prix,
je ne suis pas tant certain de exactement qu'est-ce que mon client interne veut parce qu'il y a un intermédiaire entre moi et mon client interne. Donc, je reçois un prix, je pense que c'est bon, je vais placer mon PO. C'est après qu'on se rendait compte que finalement, la date de livraison est trop tard ou le prix, c'est pas du tout ce qu'on avait budgété. Donc là, en ayant un contact direct, ben, ça facilite identifier ces red flags-là puis d'avoir directement les conversations. Ça, c'est un exemple qui est très tactique, opérationnel, les rôles dans les équipes. Tu as pris une fonction qui était déjà définie. Joël, quand on s'est parlé, tu m'as parlé d'un rôle souvent qui est oublié, qui permet quand même aux équipes de travailler très bien. J'aimerais que tu nous en parles parce que c'est un peu ce que tu fais pour ces entreprises. Oui. Mais donc, il suffit que tu expliques l'impact que ça peut avoir sur les équipes. Oui, puis pour faire du pouce sur ce qu'Elisabeth dit, moi j'y pense toujours en tactique stratégique, tactique, opérationnelle. Puis quand on dit opérationnel, c'est vraiment traitement de PO, transactions, suivi, etc. Tactique, c'est vraiment plus où on pensait d'aller chercher, essayer de maximiser de la valeur au niveau du coût, fait que du free build in a buy, ce genre de choses-là. Puis stratégique, tout ce qui est gestion par catégorie aussi. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas aujourd'hui, c'est de se poser la question, justement, développer une expertise de catégorie, puis être plus proche de la business pour cette catégorie-là, puis qu'elle forme une catégorie d'achat, comme les services professionnels, les TI, etc. Puis le rôle auquel tu fais référence, qui est souvent manquant, qui pour moi est un rôle stratégique, puis qui est clé aujourd'hui, c'est l'approvisionnement digital, l'amélioration du processus d'affaires, l'amélioration continue, appelez-le comment vous voulez, mais quelqu'un qui se lève et se couche à chaque jour en pensant à comment j'améliore toute l'optimisation des processus dans notre business, essentiellement la qualité de vie de mes collègues qui sont dans les appros, qui sont à ces trois strates-là, avec de l'optimisation de processus d'affaires, de la réorganisation de rôles, puis des systèmes de la technologie. Donc, c'est de venir vraiment opérationnaliser la triade de People Process Technology qu'on entend souvent référer, mais de la rendre vivante. Parce que cette personne-là, tout le monde veut faire ça dans sa propre catégorie, son propre rôle. On est souvent retiré dans les opérations, retiré dans les urgences. Donc, d'avoir quelqu'un qui justement doit tirer le bateau essentiellement pour le reste de l'équipe avec la vision de la direction, ben ça fait toute la différence. Je pense que dans les changements que vous avez eus chez vous, Isabelle, il y avait cette pensée-là, que ces gens-là, mais aussi avec toute forme de changement vient changement de réalité, changement de compétences. Vous avez fait des choix stratégiques, vous, pour la façon dont les équipes communiquent avec les différents intervenants. Comment est-ce que vous avez mis ça en place? Puis, qu'est-ce que ça a apporté aux gens, justement, dans leur travail? Donc, pour revenir un peu sur ce que Joël disait, une fois qu'on a établi les rôles et responsabilités, qu'on a formé les gens, et là, c'était bien les outils en termes de système. Comment on peut faire que l'acheteur, sa vie est facile, que l'information est accessible rapidement. Donc, on a mis en place des outils justement pour répondre à ce besoin-là. Mais ces outils-là, on les a rendus disponibles à l'ensemble de l'organisation. Donc, on a vraiment été libre ouvert et on a partagé ces informations-là. Donc, disons, le rapport d'Open Orders de l'acheteur, bien, il va aller statuer ses commandes, il va mettre à jour les dates. L'ingénieur du projet a accès à cette information-là en temps réel. L'équipe de planification de production, quand ils vont tirer les rapports de statut, l'information va être là. Donc, ça permettait de dire, ben nous, on n'a rien à cacher, on met ça là. Mais aussi, de rendre cette information-là disponible, ça libérait l'acheteur des fois de certains limites. C'est quoi le statut sur ça? Peux-tu donner cette information-là? Il pouvait aller chercher directement à la source. Ça permettait à l'acheteur de vraiment pouvoir se concentrer sur où il ajoute de la valeur, de placer les commandes, de négocier, de statuer les commandes, de s'assurer que ça va arriver à temps. Donc, tout le monde trouvait son compte un peu dans l'organisation qu'on a fait. Je peux vous poser une question, parce que vous êtes rendu à un point où ces outillages-là, pas juste les rapports, mais tout ce qui est être capable d'aller chercher des soumissions avec un outil. Est-ce que vous avez repoussé cette compétence-là ou cette opportunité-là de le faire à la business aussi selon votre cadre établi déjà en place avec les outils? En fait, c'est quelque chose, je pense, que l'outil de AXA nous permettrait de faire, de donner accès à l'ingénierie directement pour aller faire émettre des demandes de soumission. C'est sûr qu'on veut, l'objectif du processus, c'est que ce soit le plus efficace possible à travers l'ensemble de l'équipe. Donc,
C'est que l'ingénieur envoie un courriel pour demander quelque chose, puis qu'après ça, l'acheteur l'importe dans le système, il y a de la perte de temps là-dedans. L'ingénieur ne sait pas exactement mon courriel a-t-il été lu, quel est le statut. Donc, ça crée des bris dans le processus. Donc, d'avoir un outil qui va nous permettre de faire ça dans le même outil où tout le monde va pouvoir voir ça. On a mis un système en place comme ça pour tout ce qui est non-inventaire chez nous. Donc, on utilise le système Jira, que probablement plein d'entre vous utilisent déjà. Mais nos réquisitions d'achat sont à travers ce système-là. Donc, le requester a accès au statut de sa demande en temps réel tout le temps. À chaque fois qu'il y a un changement, il est mis à vie, il est avisé. Dès que c'est reçu dans l'organisation, puis que notre équipe de receiving a dit c'est arrivé, bien, ils vont avoir l'email qui va leur dire. Donc, on est une organisation qui est très rapide. Ça, les gens apprécient d'avoir cette information-là vraiment rapidement. Ils n'ont pas besoin de penser à aller la demander. Ça réduit encore les courriels. Tout le monde est gagnant. Souvent, c'est des pertes de temps qui sont dures à mesurer, puisqu'on évalue une tâche quand elle est faite de façon unique. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de demandes par la journée. Ça ralentit le processus. Il y a des outils qui existent pour éviter ça. Puis, Joël, un des points dans lequel tu crois, c'est qu'il faut faire évoluer les compétences. Si les outils évoluent, les compétences évoluent. Qui, dans une organisation, peut être responsable de ça ou peut accompagner dans ce processus-là? C'est drôle parce que Isabelle et moi, on en parlait justement avant le panel, là, mais les deux ont un background en TI, en technologie de l'information. Ça te donne vraiment un background de gestion de processus d'affaires, une lentille de voir la vie en processus, puis qui est super utile en approvisionnement. Fait que là, excusez, j'ai comme manqué ta question, je suis désolé. Non, je pense pas que c'était toi, mais justement, ça, ces dérangements-là qui arrivent au travers d'une journée, on est occupé. On change de contexte. On change de contexte, mais aussi les outils tendent à évoluer, mais il faut les adopter, il faut développer des nouvelles compétences. Les deux, vous avez un background en innovation, mais comment est-ce qu'on s'assure que le reste de l'équipe adopte les solutions, développe les bonnes compétences? Oui, puis c'est pour ça que je partais avec les TI, c'est parce que je pense que toutes les fonctions du support, que ce soit les APO, les RH, logistique, etc., il faut commencer à s'approprier de l'expertise TI, l'expertise digitale pour avoir du succès dans l'établissement, nos stratégies puis l'exécution sur celle-ci. Donc, de ne pas se fier, premièrement, de développer cette relation-là avec les TI, très intime. Moi, je dis toujours, si vous n'avez pas un appel une fois par semaine avec votre partenaire TI qui dessert votre fonction, vous devriez en mettre une en place, vous allez découvrir plein de valeurs, plein de choses que vous pouvez faire ensemble pour débloquer de la valeur avec les technologies d'information dans votre entreprise. Et la deuxième étape, c'est de dire, OK, comment est-ce que le rôle dont je parlais plus tôt, comment je mets en place quelqu'un qui est responsable des approvisionnements numériques dans la fonction APO, assis dans la fonction APO, qui a potentiellement un background TI ou est prêt à développer ces habiletés-là de c'est quoi la différence entre un incident et une requête, c'est quoi le cycle de vie applicatif, comment je déploie des changements dans notre écosystème TI dans l'entreprise, au nom des APO. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe sur le marché applicatif des APO? Qu'est-ce qu'on a de besoin comme capacité d'affaires pour exécuter sur notre stratégie? Comment on amène tout ça ensemble dans une feuille de route, puis on commence à exécuter dessus avec nos partenaires TI, puis les choses qu'on est capable de faire nous-mêmes, parce que de plus en plus les technologies pour APO du genre intake management, process orchestration qu'on entend parler, là, ou gestion de processus d'affaires, sont bâtis avec en tête le fait que l'administrateur, on veut qu'il soit assis aux APO. On veut que les gens aux APO soient capables de changer les flux de travail dans les outils sans avoir à loger une requête avec les TI. Donc, avec ça vient un grand pouvoir, mais vient aussi une grande responsabilité de gouvernance de ces processus d'affaires, de gouvernance des changements dans le temps. Et donc, c'est tout ce qui est gestion du changement, gestion des processus d'affaires, digitalisation, cycle de vie applicatif, c'est toutes des compétences qui, pour moi, deviennent des compétences fondamentales pour l'approvisionnement numérique. Je pense qu'il y a des points qui ressortent dans ce que tu viens d'écrire, il y a beaucoup d'autonomie, donc on peut prendre des décisions plus rapidement. La raison, c'est qu'il y a énormément de changements. Isabelle t'a parlé de deux grands changements dans votre organisation, le changement de produit qui vient avec le temps volume, le changement de rôle. Dans cette phase de croissance-là, vous avez embauché, comment ça a impacté votre capacité à embaucher, d'avoir des nouveaux rôles bien définis, des outils numériques en place? C'est sûr que l'organisation du travail nous a permis de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'on cherchait comme compétences, quel niveau d'expérience on cherchait. Puis après, sur le marché, quand on allait scanter des candidats, bien, on était plus précis, puis on avait une meilleure... quand on expliquait le rôle, on avait une meilleure précision, puis ça créait une meilleure attraction.
rétention. Je dirais qu'il y a eu une période, il y a peut-être un an et demi, là, où c'était déjà très difficile d'avoir des CV, donc c'est un challenge. Mais là, aujourd'hui, avec le contexte à travers lequel NDA est en train de passer, puis le fait qu'on a quand même une organisation avec des beaux outils, un rôle qui met en valeur les compétences de l'acheteur, ça crée beaucoup de rétention. Où on doit travailler un peu, nous, je pense, à travers tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, tout l'aspect documenté pour la formation, c'est un défi à travers lequel on essaie de naviguer en ce moment. C'est toujours une question de priorité, de défi. En réglant un problème, on en a un nouveau qui apparaît. Joël, tu me racontais aussi qu'il y a un autre aspect, des fois, que les entreprises oublient de mettre de l'avant, qui facilite l'attraction de talents. Peux-tu nous partager ton point de vue par rapport à ça? Par rapport à la vision, tu disais que oui, d'avoir une vision, mission claire. Parce que oui, l'outillage puis la qualité du travail dans le jour est de plus en plus important, je pense, pour les nouvelles générations. Puis si je travaille quelque part où je suis dans Excel toute la journée, puis j'ai la chance d'utiliser des outils qui me permettent de sortir d'Excel et être plus en mode relationnel avec mes clients internes ou même avec les fournisseurs, ça c'est intéressant pour moi d'un point de vue professionnel. Mais l'autre chose, c'est est-ce que dans ce travail-là qui est fait d'une meilleure façon, on travaille vers une mission, une vision claire, non seulement au niveau de l'entreprise, mais d'être capable de le ramener au niveau appro. J'aime beaucoup le modèle de Hackett, où c'est la pyramide de maturité des appros. Puis on part de optimiser le coût d'achat à optimiser le coût total d'acquisition sur la durée de vie de l'achat, à optimiser la valeur pour l'entreprise, à stimuler l'innovation. Donc, si on a une vision du département des appros pour se rendre là, qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte, dans notre entreprise, dans notre industrie? Je pense que ça vient vraiment rassembler les gens vers OK, c'est pour ça que je travaille à optimiser le forecasting, les prévisions, puis être capable de partager ça avec les fournisseurs, parler avec les gens de SNOP, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est prendre le temps aussi de peser sur pause sur les opérations un après-midi par année ou une journée par année avec un offset avec l'équipe. Puis se poser la question, notre feuille de route là, pour les prochains 3 ans, la vision pour la fonction appro à l'intérieur de notre contexte, c'est quoi? Puis ça rassemble les gens, ça rend les choses beaucoup plus claires. Puis c'est comme la vieille histoire du concierge à la NASA que tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait, puis il dit moi j'aide à mettre des hommes sur la Lune. C'est un peu ça le concept. C'est un très bon exemple. Puis justement, on a besoin de collaborer tout le monde dans un travail pour augmenter la performance. C'est vraiment le sujet prochain là, que je souhaite couvrir. Puis Isabelle, on a parlé des changements que vous avez faits. Un des changements clés, ça a été de mettre en place des commodités. Je crois qu'on a... On a trouvé le troisième, j'en ai laissé. Alors, pas de problème. J'ai perdu mon GPS. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même faire une présentation là, pour Zoé. Plus de 20 ans d'approvisionnement, donc travaille dans différentes commodités. Aujourd'hui chez Technion, qui fabrique des meubles pour les équipements de bureau, donc c'est du gros volume de commandes. Puis une de ses forces, c'est malgré l'évolution de la réalité de l'approvisionnement, s'assurer de garder un aspect où on valorise la relation acheteur-fournisseur. Donc, je vais te laisser aussi expliquer un peu pour les gens la réalité de nos approvisionnements. Puis ensuite, on va retourner dans le thème de la performance des départements. Bonsoir, encore une fois, désolé pour le retard. Je ne suis pas de Montréal, donc j'ai perdu mon téléphone en cours de route. Donc voilà, je suis là. Donc, je travaille pour Technion. Technion, j'imagine beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, mais avant de rentrer dans le détail, si vous connaissez la Banque nationale juste à côté, la Nouvelle Tour, donc ça, c'est 18 étages, c'est Technion qui les a fait. Donc, que ce soit les murs architecturaux, toute la partie intérieure, la partie verre et extrusion aluminium, et la partie bureau. Donc, on fait tout. On est une entreprise qui est verticalement intégrée. On fait tout par nous-mêmes. Donc, on a 18 usines un peu partout dans le monde, donc essentiellement au Canada. Mais on a aussi au Moyen-Orient et en Asie. On a un partenariat qui a été fait dernièrement avec une grosse entreprise pas américaine, plutôt anglaise, qui se trouve dans la région de Londres, pour aller, on va dire, s'accaparer un peu du marché européen sans nécessairement avoir leur propre usine. Et la réalité de Technion, c'est que nous, on est dans un marché qui est très très compétitif, dans le sens où nos compétiteurs, c'est des Américains, sont beaucoup plus grands que nous. Donc le choix était d'être verticalement intégré et d'aller en flexibilité.
c'est un marché où, pour faire la différence, il faut avoir des délais très courts. Donc nous, on est capable de livrer nos clients dans un délai de 3 semaines, en sachant que c'est on parle de gros projets. Donc on a fait des choix un peu d'approvisionnement qui sont un peu difficiles, mais qui sont bons, dans le sens où on s'est trop diversifié. Donc il a fallu trop se diversifier parce qu'on ne pouvait pas compter sur un seul fournisseur ou deux fournisseurs. Donc on est un peu tentaculaire. Donc on mise beaucoup sur les inventaires parce qu'il faut avoir des inventaires à côté pour pouvoir livrer rapidement. Et moi j'ai une équipe qui est un peu aussi tentaculaire parce que j'ai une équipe qui est dans le Canada et une autre équipe ailleurs dans le Shanghai. Donc parce que c'est difficile de prendre notre fournisseur, d'aller tout gérer avec une équipe qui se retrouve sur place et se connaît. Donc c'est ça, on va dire la complexité, c'est vraiment dans le corps du métier de client, c'est dans le office furniture qui est très compliqué avec une demande de clients qui sont très difficiles à rapport à des détails. Merci pour la mise en contexte. Donc, pour aborder le sujet, on parlait un peu de performance de département. Isabelle, un des changements que tu as fait, tu as rassemblé les gens par commodité. Il y a des avantages par rapport à la relation fournisseur que tu as rapidement observé. C'est quoi ces avantages-là que tu as vus? Oui, donc, comme je mentionnais au début, nos équipes d'achat sont divisées en 3 familles. Donc, on a les composantes électroniques, les pièces mécaniques et les composantes usinées. Puis, on a le nom d'inventaire. La raison pour laquelle on les a organisés comme ça, parce qu'avant ça, on avait des commodités un peu mixtes. Des fois, il y en avait qui étaient par programme, d'autres par type de pièces. On a décidé de regrouper tout le monde sous le même mode. Les avantages de ça, c'est l'acheteur, il y a l'aspect relationnel avec le fournisseur. Donc, ça, c'est super important là, dans l'équation. De bien connaître sa base de fournisseurs, de comprendre leur réalité, qu'ils sont en train de vivre, leurs capacités, les défis, leurs forces, leurs faiblesses. Il y a aussi de développer de la compétence technique par rapport à la commodité, sans les rendre des ingénieurs, parce que nous, on est dans un secteur très ingénierie. Ils ne vont jamais aller au niveau d'être capable de résoudre un problème technique, mais d'avoir ce flair-là de dire « Ah, ça c'est un gros problème, ça risque d'être moins important », d'avoir l'historique de ce qui s'est passé. Tout ce bagage-là va venir vraiment les outiller dans la prise de décision. C'est aussi tout l'aspect relationnel avec les équipes internes. Donc, nos designers savent très facilement, si j'ai ce type de pièce-là, j'ai une question, je sais à qui parler. Donc, encore là, c'est facile pour eux de savoir à qui parler. Donc, tout ça, c'est un petit mécanisme qui nous aide à bien fonctionner et à avoir des gens qui sont plus performants. Puis, Souhail, je vais te relancer la balle par rapport à la relation fournisseur, quelque chose qui est très important chez vous. Vous avez des fournisseurs un peu partout dans le monde, des équipes techniques. Tu viens d'avoir la rencontre en personne, puis les appels. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, cet aspect-là très humain là, de la relation fournisseur? Ça te permet surtout d'être au-dessus d'elle. On te promet, si demain il y a un problème, on a surtout appris de la coller. Donc il y a beaucoup de clients qui ont été mis sous allocation ou d'autres qui ont été tout simplement remerciés parce qu'ils ont décidé, des fournisseurs qui ont décidé de les livrer. Donc la relation, c'est pas seulement d'être un gros client, mais c'est aussi d'être un bon client avec la personne qui est de l'autre côté, éventuellement le vendeur, c'est très important. Donc on s'est retrouvés aucun de nos gros fournisseurs nous ont remerciés ou nous ont dit écoutez, on ne peut pas vous livrer telle quantité. On a été choyés, on va dire, tout simplement parce qu'on a été bon, on a choisi, avant la Covid tout simplement, avant que ça arrive, c'était vraiment un win-win. Tout le monde parle de win-win, mais il faut vraiment le mettre en pratique. Et le mettre en pratique, c'est vraiment prendre du temps à parler avec les gens de l'autre côté, non seulement par téléphone, il faut aller les voir, les inviter à venir nous voir, les rencontrer aussi officieusement à l'extérieur dans le respect de l'éthique de l'entreprise, des entreprises. Mais c'est très important. C'est facile à dire, mais ça demande une certaine rigueur pour rencontrer ces gens-là, de mettre un calendrier avec les acheteurs et leur dire écoutez, il faut s'imposer, aller visiter cette entreprise-là, s'asseoir avec les responsables de cette entreprise-là, et voilà, créer des relations extra-professionnelles très importantes. Ça te permet non seulement d'avoir un retour de cette entreprise-là, mais ça te permet aussi d'aller chercher des informations que tu n'aurais pas par téléphone ou par courriel. Donc éventuellement, on en parlera par la suite, au niveau de la négociation par exemple, c'est très très important.
et des choses qu'on peut aller chercher indirectement qui vont nous aider à moyen long terme. C'est un peu ce qu'Isabelle décrivait aussi. Plus tu es proche de ton produit, plus tu es proche de ton fournisseur, mieux tu comprends le contexte, ta capacité à prendre les bonnes décisions va être meilleure. C'est des contextes qui changent. Joël, une de tes forces, c'est de prendre des contextes qui changent, d'accompagner tes clients, tes partenaires dans ces changements-là. Il y a différents modèles de changement, mais ce qui a bien fonctionné chez vous, c'est la définition des besoins dès le début du changement. Comment vous mettez ça en place? Qu'est-ce que ça vous permet d'accomplir par la suite? Oui, puis je changerais peut-être le mot besoin pour les capacités d'affaires qu'on cherche à aller chercher, parce que si on est trop rigide dans nos besoins, c'est pas nécessairement la réalité sur le plancher ou la réalité change. On signe un gros contrat, puis ça fait 6 mois qu'on design un système avec des besoins qui viennent de changer. Fait que moi, je challenge beaucoup à dire c'est quoi, je reviens à la vision, mission, l'objectif, puis les objectifs qu'on a pour cette année, que ce soit des objectifs d'économie ou d'aller chercher un bassin de fournisseurs plus divers, etc. Stimuler de l'innovation. Puis quelle capacité d'affaires j'ai besoin pour faire ça. Puis ça revient à la combinaison de j'ai des gens, j'ai de la technologie, j'ai des processus. Puis je dois être capable, par exemple, de rouler un nombre très élevé d'événements de sourcing dans une année, dans mon contexte, avec la stratégie qu'on fait. Je dois être capable de le faire. Rouler sans RFP avec 4 personnes. Mais là, je vais vouloir prendre une capacité d'affaires au niveau technologique pour m'aider à réaliser ce genre de choses. Puis, ce que je prône, c'est de le faire à petite échelle. C'est parce qu'on est souvent dans un mode, que ce soit avec firme de consultation, qui d'ailleurs, que je voulais juste souligner, comme le fait que 3 firmes de consultation s'allient pour faire un événement, c'est super. Ils ne se parlent même pas, fait que chapeau à vous. Puis d'ailleurs, je peux l'avoir avec certains d'entre vous, donc c'est ça, c'est le fun de l'écosystème à Montréal. Mais ça, c'est un aparté. Mais c'est ça, le but étant de dire les capacités d'affaires qu'on a à développer, elles vont changer, puis comment est-ce qu'on peut faire des plus petits projets possibles pour nous permettre de développer cette capacité d'affaires-là, la prouver avec des preuves de concept, puis après ça d'investir sur la déployer partout le plus rapidement possible. Je pense qu'on est dans une ère où on parlait de contexte aux États-Unis qui va être plus rocambolesque dans les prochains 4 ans, où on va pouvoir pivoter. Donc, de mettre plein d'argent dans un gros déploiement ERP qui prend 10 ans pour déployer à toutes nos usines, c'est pas vraiment viable dans ce contexte-là. Donc, puis la technologie nous offre du modulaire, puis des API, puis il faut juste avoir une stratégie autour de ça pour être capable d'enlever des morceaux, remettre des morceaux rapidement, puis de le faire de façon efficace sans se briser la face. Puis ça me fait penser à Isabelle, vous avez fait ce choix-là, vous avez développé un outil à l'interne. C'est pas l'outil le plus complexe et le plus sophistiqué au monde, mais ça répondait à un besoin spécifique. Qu'est-ce qui fait cet outil-là, puis comment ça aide les équipes en place? Oui, c'est l'outil dont je parlais plus tôt. Là. Donc, dans le fond, l'acheteur, on avait notre ERP, puis pour aller chercher son information, il y avait vraiment plusieurs sessions à faire, puis c'était de colléger toutes ces informations-là ensemble pour arriver à avoir la vue qu'il voulait. Pas tout le monde est un expert avec Excel, donc on a différentes compétences à ce niveau-là. Donc, c'était difficile de vraiment... Le ERP qu'on avait n'avait pas la vue qu'on souhaitait. On a cherché, on leur a parlé, on n'arrivait pas aux résultats qu'on voulait. Puis en même temps, dans l'esprit de transparence avec les équipes internes, ben, un ingénieur d'aller trouver son PO pour la pièce, c'est encore plus difficile que pour l'acheteur. Donc, tout le monde trouvait ça difficile d'aller chercher son information. L'information était bien structurée, mais la vue était juste pas ce qu'on voulait. Donc, on a fait un outil très simple de dashboard, très, très simpliste, mais où toutes les informations sont consolidées. On va chercher des choses dans notre PLM, on va chercher des choses dans notre module d'inspection. Donc, vraiment une vue centralisée. L'acheteur peut faire des exports, va aller travailler dans son fichier Excel pour mettre ses informations à jour, puis va faire un upload. Donc, notre ERP reste notre source de vérité. Donc, c'est là où on va aller faire les mises à jour de commandes, les entrées de commandes. Donc, toutes les entrées de données sont à même notre ERP, mais tout ce qui est statut va être dans cet outil parallèle-là. Puis nos rapports globaux vont aller tirer les informations de là et de notre ERP. Donc, tout le monde a trouvé ça. C'est un bon exemple de ce que je disais, aller par petits pas, on identifie un premier besoin, puis souvent ça crée la fondation pour la prochaine étape, soit un besoin qui change, soit des besoins plus sophistiqués. Là, dans votre cas, vous êtes quand même allé assez loin, vous avez un niveau de maturité, on parle vraiment d'intelligence artificielle. Un de vos défis dans votre industrie, c'est
les forecasts, la prédictibilité. Qu'est-ce que vous avez réussi à bâtir? Puis comment tu as réussi à aligner le management avec cette vision-là que tu avais? Le management, on va dire que moi j'ai été très chanceux, j'ai un management, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais jeune, moderne dans son esprit, donc aussi qui est prêt à prendre des risques. Donc ça a facilité un peu la chose, sans nécessairement rentrer dans les détails. Donc il y avait une prédisposition à aller dans ce chemin-là, dans l'intelligence artificielle. Donc je l'ai persuadé, donc à partir de là, j'ai pu commencer à aller taper un peu le terrain, parler avec différents fournisseurs, prestataires de services, qui ont une certaine connaissance, parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'intelligence artificielle, mais des gens qui ont déjà une certaine connaissance dans le métier, qui ont travaillé sur des proof of concept, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, on a deux choses principales sur lesquelles on a travaillé au niveau de l'intelligence artificielle. C'est de deux côtés qui convergent, mais qui sont en même temps complémentaires. C'est qu'il fallait qu'on aille chercher une meilleure prévisibilité au niveau des approvisionnements des matières premières, des composants, et de l'autre côté, aller chercher une meilleure prévisibilité au niveau de la demande. Donc la demande, c'est sûr qu'au niveau de la demande, c'est beaucoup plus important, parce qu'au niveau de la demande, nous, dans l'entreprise, on fait un chiffre d'affaires annuel d'1 billion de dollars. Donc si on va aller chercher juste un point 25 d'amélioration, c'est énorme. Ce point 25 au niveau des approvisionnements en matières premières et en composants, il est encore plus important. Donc c'est ça, donc on a vraiment travaillé sur un outil qui était vraiment personnalisé pour nous. On n'est pas allé chercher une solution qui est existante, qu'on a adaptée à nos besoins. On a fait le contraire. Et on a été très clair de vue sur qu'on veut un outil qui nous donne des solutions, mais qu'à la fin, la prise de la solution finale, c'est l'acheteur qui va la prendre. Donc ça nous facilite toute la partie analyse. En fin de compte, c'est l'acheteur qui l'utilise. Et juste pour vous donner un exemple, la première année qu'on a instauré, on a eu une économie au niveau de l'inventaire de 3,5 millions, ce qui était prouvé. Donc ça, c'est énorme dans des circonstances où les gens ont des inventaires de plus en plus, pas en moins en moins, mais nous on a réussi à le réduire de 3,5, donc on était très très fiers. Sur un investissement, l'outil nous a coûté 600 000 $. Donc ça a valu la peine, amplement. Ça fait un bon retour sur investissement dans une phase initiale. Puis un des thèmes dont tu as parlé, c'est la conversation avec les membres du comité de direction. Un des défis, des fois, des roses d'approvisionnement, c'est qu'on est considéré comme une solution de soutien. Puis il y a des gens qui ont de la difficulté à avoir un siège à la table de discussion. Joël, il y a une compétence particulière, il y a des choses à faire que tu crois que les gens d'approvisionnement vont leur permettre d'avoir ce fameux siège à la table. Ben, je pense que si tu travailles en approvisionnement, tu travailles en vente, on va se le dire. Ça fait que c'est beaucoup la méthode business case, être capable de dire, ben, justement, comme tu viens de le dire, pour un investissement X, on pense qu'on est capable d'aller chercher Y avec telle hypothèse, on a fait notre recherche de marché, puis d'être capable de développer cette compétence-là à l'interne aussi. Je ne l'avais pas mentionné dans mon toolkit d'approvisionnement digital, mais pour moi, ça fait absolument du sens comme habileté qui est nécessaire à développer dans les appros, dans un contexte où justement on a des capacités d'affaires qu'on a besoin pour exécuter sur la stratégie d'entreprise. Voici comment la stratégie d'appro va venir nous aider à exécuter sur la stratégie d'entreprise. On a besoin d'un investissement pour être capable de l'exécuter. Donc toute cette portion-là de vente via business case à nos exécutifs, d'éducation sur le pouvoir des appros, pas juste le coût, mais monter sa pyramide de raquettes puis la valeur, l'innovation. C'est vraiment quelque chose qui doit être présent dans le découverte. Je vais vous servir de ça comme transition dans le prochain thème qui est la résilience. Il y a plusieurs sous-sujets. Un des points qui est vraiment les processus, les politiques qui évoluent en fonction du contexte. Isabelle, vous aviez un ancien contexte qui était plutôt tactique opérationnel, livré à temps. Vous avez un nouveau contexte. Comment ça influence vos politiques? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans les prochains trimestres ou années à venir? Ouais. Donc, c'est sûr que nous, les cycles auparavant étaient beaucoup plus rapides. Là. Comme on faisait un seul satellite, chaque design était vraiment custom. On n'avait pas le sourcing était vraiment presque inexistant. Là. On recevait le dessin du designer, on va chercher des solutions, on place la commande, on la reçoit, puis cette pièce-là, très peu de chances qu'on la revoie dans les prochaines années. Donc, la stratégie était différente. On se battait plus contre que le design arrive à temps pour le livret du fournisseur puis que la pièce arrive à temps. Là, le contexte où on va bâtir 200 fois le même satellite,
et qu'il y a des options d'en faire plus parce qu'à un moment donné, la constellation va grandir, les besoins de la population vont grandir. Ça nous amène vraiment dans cette dimension-là où on va établir des ententes de prix avec les fournisseurs, puis il y a toute la gestion du risque qui vient à travers ça. Donc, quand on va sélectionner un fournisseur, il y a des critères qu'on va évaluer pour évaluer sur le long terme. Est-ce que c'est une relation qui va être stable ou est-ce qu'on a des choses qu'on doit mettre en place avec notre équipe qualité, avec notre équipe légale? Donc, vraiment, cette évaluation-là fait partie de notre processus de sélection, qui est tout nouveau pour nous. Donc, on y va une étape à la fois, là, mais voilà. Puis c'est intéressant parce que par la nature de vos produits, c'est quelque chose qui devait être mis en place il y a assez longtemps. Tout ce qui est l'aspect risque, capacité à recevoir les produits à temps. Une de vos promesses, c'est de livrer en 3 semaines. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour minimiser les risques et avoir des plans de contingence quand il y a des enjeux? Nous, dans le cadre de contingence, il y a beaucoup de choses, mais c'est sûr que je vais m'arrêter sur un point qui est essentiel, c'est les ruptures. Donc, c'est sûr ça c'est le plus important. Tout le monde ne veut pas avoir de rupture. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a déjà identifié toutes les matières ou composantes qui sont stratégiques pour l'entreprise. Donc, et pour chaque matière et chaque composant, il y a un plan d'action qui a été mis en place. On a ce qu'on appelle nous des SWAT teams. Ça vient de la tactique militaire. Donc, pour agir rapidement, on a des SWAT teams qui sont définis et qui chacun sait son rôle. Chaque fois qu'on dit qu'on va subir une pénurie parce qu'on sait que ça vient, on s'assoit tous rapidement. Il y a un email qui est envoyé sur tout le monde là. On s'assoit dans une salle, on brainstorm, on trouve des solutions. En sachant qu'on a déjà, avant, on sait chaque matière, quels sont les différents fournisseurs, quel est le risque pour chaque fournisseur, quel est le plan B pour chaque fournisseur, est-ce qu'on peut, si on ne peut pas aller à l'externe, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes, si on ne peut pas le faire nous-mêmes, est-ce qu'on peut le faire dans la région, au Québec éventuellement, ou dans le national. Donc tout est défini, donc, on est prêt à agir à chaque fois qu'on a une pénurie qui s'en vient. Donc ça aide énormément. Donc, parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, on est très, très disposé à intervenir rapidement. Donc, ça fonctionne très, très bien pour nous. Ce que tu décris, en fait, c'est des procédures, c'est des politiques, des guidelines. Des fois, quand on parle de politique d'entreprise, ça semble lourd, ça semble complexe. Joël, je sais que tu as une vision spécifique de ça. Pour toi, c'est quoi une bonne politique d'entreprise? Puis comment on s'assure qu'elle est bien suivie par la suite? C'est sûr que c'est possible d'avoir la politique trop large ou trop aiguë, mais beaucoup de cette discussion-là arrive souvent sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous la voyez, mais une politique d'approvisionnement en une page. Puis ça, je vous dirais que je ne crois pas vraiment à ça. Je crois plus à adapter la politique d'approvisionnement aux audiences, au public cible que vous avez besoin de cibler, puis de leur faire des documents qui sont des portions de la politique, ou de comment vous morcelez votre politique pour ces gens-là. Mais une bonne politique, pour moi, est aussi courte que possible pour satisfaire les besoins de l'entreprise, les règles d'affaires qu'on a besoin de définir. J'en ai vu à 15, 30, 40 pages, puis personne ne va la lire, mais c'est pas grave. Les 10 personnes qui ont besoin de la lire, ils ont les règles d'affaires qu'ils ont besoin pour opérer, pour gérer le risque, pour exécuter sur les approvisionnements dans le contexte de l'entreprise. Puis, ça nous aide à ensuite mettre les systèmes en place. Tout devient très clair, même s'il y a une gouvernance qui vient avec ça. L'autre chose que je dirais, c'est qu'elle doit être vivante. Si vous n'avez pas modifié votre politique d'approvisionnement dans les derniers 2 ans, c'est le temps de le faire. Surtout dans un contexte changeant comme on parlait avec les États-Unis dans les prochaines années. Ça doit être un document vivant. Puis souvent, ce que je vois, c'est que la politique, il faut qu'elle monte au CA pour se faire approuver ou pour se faire ça changer. C'est hyper pesant. Fait que le petit truc que je donne souvent, c'est la prochaine fois que vous faites ce combat-là, ajoutez aussi une section sur comment changer votre politique vous-même sans avoir besoin de monter au CA. Fait que vous êtes de dire, si c'est un changement de telle nature, directrice des appros, elle fait tout seul. Si c'est un changement de telle nature, il faut que ça monte au CFO. Si jamais on change la nature même de la politique, là, on va venir voir le CA, mais on se donne l'outil pour changer notre propre document puis avoir notre destin en main. Parce qu'effectivement, si on n'a pas nécessairement les outils en place, là, on ne prend pas nécessairement les meilleures décisions. Donc, il y a de la valeur, mais il faut que ça reste adapté au cadre. Isabelle, tu me parlais de votre cadre qui change. Vous avez des nouveaux requis clients. Donc, il y a des points, on parle de ESG. Il y a un aspect qui est valeur d'entreprise. Vous croyez là-dedans, mais maintenant, c'est une demande qui vient aux clients. Comment ça change votre relation avec eux?
Oui, donc nous, c'est pas un sujet sur lequel on était encore très, très présent et actif. On voyait la tendance sur le marché, mais là, de plus en plus, les clients nous demandent quelle est notre politique, quel est notre statut sur ce sujet-là quand on veut soumissionner pour des nouveaux projets. Ça fait partie des questions qu'on doit répondre. Donc, on a dû commencer à s'outiller, en tant que notre désir en tant qu'organisation de faire un chemin sur ce sujet-là, mais aussi parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment, on devait s'organiser pour être capable de répondre à ces questions-là. Donc, on a fait on vient de compléter l'analyse, la première analyse de l'ensemble de l'organisation pour voir quel est notre point de départ. Ça va identifier un peu là où on devait se concentrer pour mettre en place des mesures. Donc, on initie notre cheminement dans ce sujet-là, mais on est vraiment à nos tout débuts. Mais ça a été amené vraiment là, par les vecteurs externes qui ont mis une pression sur ça. Puis vous commencez aussi avec un bon profil, avec un approvisionnement local. Donc, oui, c'est ça. Puis en même temps, un des éléments qui a drivé ça, c'est aussi le fait de pouvoir de mettre en place des ententes à long terme avec des fournisseurs. Mais on voulait avoir ça en tête en se disant, mais si on prend des engagements, on sait que ça c'est une tendance, ça va aller en augmentation. Donc, essayer de teinter nos décisions en fonction de ça. Toute notre supply chain pour les pièces mécaniques, là, on est très dans le local, on était dans des petites quantités, grosses complexités. C'est sûr qu'on va aller un peu changer ce modèle-là, mais on veut vraiment rester local. Justement, hier, on faisait une journée pour nos fournisseurs québécois, donc on les a tous rencontrés, des nouveaux prospects pour leur expliquer. Donc, on mise vraiment de rester local. Ça a l'avantage, si on a un problème, on en va dans notre auto, on est rapidement là. Donc, encore là, la résolution de problème beaucoup plus facile quand on est à portée de main. Ce n'est pas tous les contextes qui peuvent permettre ça, là, comme nos composantes électroniques, on n'a pas ce luxe-là, mais où on peut, on essaie de le faire. Puis, de ton côté, vous avez une variété de fournisseurs. Il y a un exercice dont on parlait, la matrice tragique, qui permet d'évaluer le niveau de risque, les impacts. Pour ceux qui sont moins familiers avec la matrice, peux-tu la résumer en quelques phrases pour nous expliquer comment vous l'appliquez de façon régulière chez vous? La matrice de Cranjit, c'est une matrice qui est disponible sur Internet pour tout le monde. C'est pareil. Facile à utiliser. Comme je disais l'autre jour, les choses les plus faciles sont les plus difficiles à mettre en place. Donc, la matrice de Cranjit, c'est quelque chose que j'utilise moi personnellement, pas mon département, c'est moi que j'utilise, mais je la présente aux différents intervenants de l'entreprise et aux acheteurs de l'équipe. Donc ça permet juste d'évaluer les fournisseurs dans le temps. Dans le sens où cette matrice-là, elle applique beaucoup d'indicateurs. Donc éventuellement, le poids de ce fournisseur-là dans l'entreprise en termes de volume d'achat, le poids de ce fournisseur-là dans son industrie, les réticences d'entrée de nouveaux clients par exemple. Qu'est-ce qu'il présente comme risque financier éventuellement? Est-ce que c'est un fournisseur qui est flexible dans le sens où nous, on s'agrandit rapidement, est-ce qu'il est prêt à nous suivre ou pas? Donc tout ça, c'est des indicateurs auxquels on va donner une note de 1 à 5 et ça va donner à la fin une note finale qui pourra nous situer dans la matrice. Une matrice, c'est comme une analyse SWOT où on va voir les faiblesses, les forces qu'on pourra utiliser éventuellement par la suite pour décider est-ce qu'on continue avec ce fournisseur-là ou est-ce qu'il faut faire attention avec ce fournisseur-là. Est-ce qu'il faut éventuellement, en termes de stratégie de négociation, comment je vais les utiliser? Est-ce que je suis en position de faiblesse ou en position de force par rapport à le contexte actuel de la négociation avec ce fournisseur-là? Donc c'est ça donne une visibilité stratégique par rapport à tous les fournisseurs que tu as. Donc moi, ce que je recommande, c'est de ne pas inclure tous les fournisseurs dans cette matrice. Donc prendre par exemple un top 20, parce que par exemple nous on a pratiquement 1500 fournisseurs, mais dans cette matrice-là, je ne suis qu'une quarantaine de fournisseurs. Donc, et ça me permet d'aller réagir et communiquer avec ce fournisseur-là selon ce que la matrice me donne. Et un des thèmes qui est ressorti beaucoup ce soir, c'est la flexibilité, s'adapter. Joël, quand on se parlait, tu me racontais un exemple de politique où on a manqué de flexibilité. Je trouve ça intéressant d'avoir aussi des contre-exemples sans nommer l'entreprise. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et l'impact que ça a eu sur les équipes en place? Oui, je pense que c'était beaucoup justement une politique qui descendait des cieux, qui était un peu trop rigide là, en termes de gestion de risque et d'intégration de nouveaux fournisseurs où
Il fallait faire la gestion de risque, l'évaluation de risque avec un questionnaire pour 100% des fournisseurs, que ce soit un photographe, un fleuriste ou quelqu'un qui est intégré dans nos opérations avec les matières premières. Donc, dans le fond, on savait un peu en connaissance de cause. On nous disait, quand vous allez commencer ce processus-là, ça va être hyper lourd. Puis la variante qu'on n'a pas dans ce processus-là, c'est comment le fournisseur va réagir à ça, comment longtemps il va prendre pour remplir le questionnaire, aller chercher les données. Puis c'était pénible, effectivement. Là, je pense que ça fait 18 mois, puis c'est encore en cours. Juste d'aller faire les questionnaires pour les fournisseurs existants de la base de données. Puis en plus, il n'y avait pas de budget pour un outil. Fait que, on a monté un SharePoint en temps et lieu, puis comment est-ce qu'on va suivre les statuts, parce qu'on le fait sur plusieurs milliers de fournisseurs en même temps. Fait que c'était de dire, on donnait un peu le statut rouge avant de partir, de dire, regarde, voici ce qui va arriver. Des fois, on est dans cette situation-là où il faut dire, voici ce qui va arriver, on peut aller de l'avant, mais voici ce qui va arriver, là, je vous le dis. Puis si on dit go quand même, ok, puis on le documente, on le fait quand même, mais on est capable de compter l'histoire, puis de dire, regarde, moi j'ai une option de rechange, c'est pénible, je pensais que ça allait être pénible, voici l'option de rechange, de la technologie qui est faite exactement pour ça, ou sur G par exemple, il existe plusieurs bases de données où je peux mettre ma base de données fournisseur dedans avec les adresses, puis ça me ressort un pourcentage qui dit t'es à 6% à Women Owned, 7% telle commodité. Fait qu'il y a des façons plus faciles de le faire aussi. Mais c'est sûr que c'est ça. Des fois, on se retrouve un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Puis il faut exécuter en étant humble, mais en étant capable aussi de dire avant d'aller, on vous a donné le warning, voici ce qui est en train de se passer, mais on a toujours la porte de sortie disponible. Merci beaucoup. Je pense que nos panélistes méritent une belle applaudissement. Le but, c'est vraiment de faire un 5 à 7, donc de networking. On a quand même laissé quelques minutes pour une période de questions. Donc, si des gens dans la salle qui souhaitent poser des questions aux panélistes, je vous invite à lever la main. Pendant que les gens se déjeunent et préparent leurs questions, je vous inviterais peut-être à donner une recommandation, un mot de la fin, il y a un conseil à donner aux gens dans la salle. On va commencer avec toi, là, puisque tu le... Ah oui, certainement. D'avoir une grande vision, de savoir où on veut s'en aller, mais de le morceler, de manger l'éléphant et le boucher à la fois. C'est vraiment parce qu'on souvent on va penser trop gros, trop vite, on va dire on va tout moderniser la fonction en 18 mois. C'est là où on se plante la face. Ça fait qu'on est mieux de créer une boule de neige de momentum au lieu d'essayer de pousser un gros rocher. Merci Isabelle. Moi, je dirais, nous, notre processus a été, je dirais, un succès là, parce qu'on est parti de la base. La base, là, c'est le rôle, les responsabilités, que l'acheteur comprenne, que les attentes soient claires envers lui, puis après ça, c'est de bien l'utiliser pour être capable d'exécuter son rôle, puis se sentir valorisé dans son rôle. Nous, ça a été vraiment l'essence de ce qu'on a fait, puis on bâtit à faire par-dessus ça dans le temps. Oui. Moi, j'inviterais tout simplement tous les professionnels de la chaîne d'approvisionnement à inviter à leur tour leurs équipes qui travaillent dans les achats actuellement, dans les approvisionnements, à faire des formations dans l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est très très important parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est que souvent il y a des deux extrêmes, des personnes qui pressent trop le citron, parce qu'ils parlent beaucoup, et d'autres personnes de l'autre côté qui sont trop ouvertes. Donc on a besoin de gens, d'acheteurs, de professionnels dans des approvisionnements qui soient équilibrés. Et c'est important de passer par l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, il existe des formations qui sont très très abordables, 200, 300, 400 dollars d'une journée, et je peux vous assurer que ça peut faire la différence. Je crois que c'est une très belle façon de terminer. J'ai pas vu de main levée, à moins que les gens se pressent. Ah. Oui, peux-tu conseiller des questions? Merci beaucoup pour les échanges et l'expérience, le partage d'expérience. C'est une question pour quelqu'un pour MBA. Vous avez partagé tout ce qui a bien marché et comment vous avez réussi à structurer la politique de défense d'un point de vue